Bonjour à tous. Merci d'être là, soit dans la salle, soit au téléphone, malgré la date. Donc on va vous présenter les résultats semestriels du groupe sur ce premier semestre 2006, en commençant peut-être par vous dire que ce sont de très bons résultats, donc que l'équipe de management en est contente et heureuse. Ce sont de bons résultats, on va maintenant voir pourquoi. Ce sont de bons résultats parce qu'ils montrent que le groupe, sur son chantier d'accélération de la croissance organique, est en train d'enregistrer un certain nombre d'évolutions positives. Quand vous regardez la croissance du chiffre d'affaires, dans chacun des trois grands piliers de la protection financière, assurance dommage, assurance vie. Non, je voudrais qu'on reste sur la slide précédente, ça va trop vite là. Assurance dommage, assurance vie, gestion d'actifs. Cette croissance est forte, elle est en ligne, elle est même en avance avec les objectifs 2012. Et c'est quelque chose qui est vrai sur l'ensemble des territoires du groupe. Donc la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de l'activité nous met bien dans une situation dans laquelle nous gagnons des parts de marché et dans laquelle nous sommes en ligne, voire légèrement en avance sur nos objectifs de long terme. Deuxième élément fort, la progression de la profitabilité. Cette croissance, elle s'accompagne d'une croissance forte de la profitabilité, là encore, dans l'ensemble des métiers. Et quand vous regardez l'ensemble des indicateurs de résultats, là aussi, vous voyez des progressions qui sont des progressions très significatives. Dernier point, qui est important pour la construction du futur, les opérations qui affectent le périmètre du groupe, c'est-à-dire les cessions comme celle d'Axa-Re, ou les acquisitions comme celles que nous avons faites au premier semestre, et puis celle de Winterthur qui n'a pas de véritable impact sur le premier semestre, mais qui en aura sur la suite. Ces opérations sont des opérations qui permettent à la fois de nourrir la croissance et la profitabilité du groupe, et de réduire la volatilité des résultats dans le cas de la cession d'Axa-Re. Alors quand on regarde de façon concrète comment ça se traduit dans les chiffres, quand vous regardez la croissance de chiffre d'affaires, eh bien, si vous regardez ce que nous avons fait l'année dernière et ce que doivent être les taux de croissance pour réaliser notre objectif de devenir la société préférée en 2012, objectif qui doit se traduire par un doublement du chiffre d'affaires et un triplement des résultats entre 2004 et 2012, vous voyez qu'on est vraiment bien positionné. Puisque sur les activités de vie épargne retraite, l'année dernière, on avait 11% de croissance des APE. Sur le premier semestre, on est à 17%. Et ce qu'il faut que nous fassions, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 10% sur le long terme. Quand on regarde le chiffre d'affaires dommage, l'année dernière, on était à 3. Cette année, on est à 4, alors même que les conditions de marché se sont plutôt durcies. Et il faut que nous soyons dans le long terme dans une fourchette de 3 à 5. Quand on regarde enfin la gestion d'actifs, l'année dernière, nous étions à 14 de croissance. Cette année, sur le premier semestre, nous sommes à 31. Et ce que nous voulons faire sur le long terme, c'est plus que 10. Vous voyez qu'on est bien dans la ligne. Alors quand on regarde maintenant, au-delà des croissances en volume, ce qu'est la croissance en résultat, là encore, sur les trois grands piliers du métier, il y a une nouvelle amélioration forte de la rentabilité du groupe. Si vous regardez ce que sont les résultats sur le segment vie, épargne, retraite, la valeur des affaires nouvelles, qui est quelque chose de très important pour nous, parce que c'est celle qui nourrira la profitabilité future. Vous savez que dans les sociétés d'assurance vie, vous avez à la fois ce qu'on appelle l'in-force, c'est-à-dire les affaires existantes qui ont été souscrites dans les exercices antérieurs et qui dégagent du résultat, et les affaires nouvelles. Et il faut bien analyser dans la profitabilité ce qui vient de chacune de ces deux composantes, parce que vous pouvez avoir un portefeuille in-force très rentable et des affaires nouvelles qui le sont beaucoup moins. Bon. Quand on regarde ce qui se passe pour AXA, vous voyez que la profitabilité des affaires nouvelles progresse de 30%, ce que nous considérons comme extrêmement satisfaisant. Quand vous regardez les marges, c'est-à-dire quand sur ces affaires nouvelles,
vous comparez la valeur des affaires nouvelles, c'est-à-dire les 670 millions d'euros, à ce que sont les annual premium equivalent. Quel volume faut-il pour générer ce résultat de 670 millions? Vous voyez que les marges s'améliorent de 2,2 points. Donc on a des volumes qui augmentent, des marges qui augmentent, et donc une profitabilité sur affaires nouvelles qui est en très bonne condition, si on peut dire. Quand vous regardez le résultat opérationnel total, hein, c'est-à-dire qui comprend le résultat du portefeuille, vous voyez que la profitabilité sur le portefeuille existant et sur le portefeuille total, le résultat opérationnel de l'assurance vie, il est de plus d'1,2 milliard et il progresse de 24%. Donc des progressions à 2 chiffres très solides sur tous les indicateurs du segment vie épargne retraite. Quand on regarde l'assurance dommage et la profitabilité technique des opérations, vous voyez que le ratio combiné continue de s'améliorer, alors que beaucoup d'observateurs pensaient que dans l'assurance dommage, les conditions allaient se tendre. Le ratio combiné continue de s'améliorer, et ceci dans une situation de réserve, qui est une situation de réserve qui, elle aussi, continue à devenir de plus en plus confortable. Donc c'est une très bonne performance en assurance dommage. Le résultat opérationnel en assurance dommage progresse de 11%. On considère également comme étant une bonne performance. Nous n'avions jamais atteint, historiquement, 780 millions d'euros de résultats dommages sur un semestre. Quand on regarde la gestion d'actifs, là aussi, les ratios techniques, les ratios de frais généraux s'améliorent et sont d'ailleurs pratiquement au même niveau entre AllianceBernstein et AXA Investment Managers, ce qui signifie que les marges s'améliorent. Et le résultat opérationnel progresse de près de 50%. C'est dû en particulier au fait que les produits qui sont vendus sont des produits bien margés, au fait que la collecte est également une collecte forte, ce qui nourrit la profitabilité d'aujourd'hui, mais aussi la profitabilité future. Les 2 sociétés d'asset management ont collecté pratiquement 40 milliards d'euros de net new money sur le premier semestre. 39 en fait, donc c'est une performance qui est très, très spectaculaire. Alors tout ceci nourrit ces 3 segments d'activité qui sont en bonne forme, nourrissent la progression du résultat opérationnel. Ce résultat opérationnel semestriel, il dépasse les 2 milliards, il est de pratiquement 2 milliards 100, c'est 19% de progression. Donc c'est une progression forte et dans la ligne de ce qu'on enregistrait sur les semestres ou sur les années précédentes. Quand on regarde au-delà du résultat opérationnel, le résultat courant, c'est-à-dire le résultat qui comprend les plus ou moins values latentes réalisées, c'est important de le regarder parce que vous savez que nous avons fait le choix de conserver une exposition importante sur les actions. Le résultat de la gestion action, ça doit se traduire par la capacité sur le long terme à extraire des plus-values du portefeuille. Cet élément est, comment dirais-je, capturé par le résultat courant. Eh bien, vous voyez que le résultat courant, il progresse de 37% parce que nous avons pu, au premier semestre, réaliser une quantité très importante de plus-value. Nous avons réalisé 800 millions. Vous savez que nous avons donné, il y a quelque temps, à l'occasion de la présentation de nos résultats annuels, une indication au marché qui était que nous espérions réaliser en moyenne entre 6 et 800 millions d'euros de plus-value chaque année du fait de l'existence de ce portefeuille action. Vous voyez que le 800 millions d'euros est un chiffre que nous avons atteint sur le premier semestre, ce qui dit 2 choses. À la fois que nous avons su profiter des circonstances de marché et que la fourchette que nous avions donnée de 6 à 800 millions d'euros était réaliste et même conservatrice. Deuxièmement, ça indique aussi que nous n'attendons pas sur le second semestre de multiplier par 2 ce chiffre de plus-value. Mais ça montre le bien fondé d'une exposition action significative et la capacité de cette exposition action à venir nourrir le résultat du groupe et sa capacité à distribuer des dividendes, puisque c'est sur le résultat courant qu'est appuyée la politique de distribution. Et que vous savez que nous avons une politique de distribution qui est de distribuer de 40 à 50% du résultat courant. Donc voilà sur le résultat lui-même. Quand on regarde maintenant, et c'était le 3e point de la page d'introduction de cette présentation, les initiatives stratégiques, quel impact vont-elles avoir
sur la profitabilité future, sur la volatilité des résultats du groupe, eh bien, je crois qu'on peut dire que le premier semestre a été un semestre très actif qui nous a permis là aussi de continuer à renforcer l'architecture du groupe. Nous avons fait 2 acquisitions avant de faire l'acquisition Winterthur, qui était l'acquisition de la filiale canadienne de Winterthur, qui nous a permis de très sensiblement augmenter notre exposition au marché canadien. L'intégration dans ce marché se passe extrêmement bien. Les synergies que nous dégageons sont importantes. Nous considérons que cette acquisition est une acquisition réussie, comme l'acquisition de MLC à Hong Kong, qui est venue là aussi conforter notre distribution sur le marché de l'assurance vie de Hong Kong. Donc ces 2 opérations, une en Amérique du Nord, une en Asie, qui viennent conforter le périmètre du groupe et améliorer ses perspectives de croissance future. Au-delà des acquisitions à proprement parler, nous avons également démarré un certain nombre d'activités. Dans l'asset management, avec les accords que nous avons en Chine avec la Shanghai Pudong Development Bank, qui va permettre à AXA Investment Managers de démarrer de l'asset management en Chine continentale. Et nous sommes en train de faire la même chose en Inde, où AXA Investment Managers est en train de finaliser des discussions avec notre partenaire indien pour développer là encore des activités d'asset management sur un marché qui nous semble très prometteur à moyen et long terme. Nous avons continué un certain nombre d'opérations de nettoyage en rachetant des minoritaires en Allemagne. On avait un peu plus de 90% de notre société allemande, on voulait passer à 100%. C'est une opération qui est en cours de finalisation. Donc vous voyez des opérations d'addition au périmètre. Il y a une opération de soustraction au périmètre qui est la cession de l'activité de réassurance. AXA Re est une activité bien gérée par une équipe professionnelle, mais nous considérions que stratégiquement, AXA Re n'était pas quelque chose d'essentiel pour l'existence du groupe dans le futur et que le meilleur développement possible pour cette société, pour ces équipes, c'était de trouver des actionnaires extérieurs prêts à financer leur développement. Nous avons finalisé cette session et nous considérons que c'est une bonne chose pour le long terme. Ça réduira la volatilité des résultats du groupe, puisque vous savez que par construction, les activités de réassurance sont plus volatiles que les activités d'assurance directe classiques. Last but not least sur les activités du premier semestre, parce que même si ça n'a pas d'impact sur les comptes de ce semestre, enfin pas d'impact majeur, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas propriétaires de Winterthur encore, que nous n'en serons propriétaires que le 1er janvier, c'est néanmoins une opération qui a été finalisée au premier semestre. Le projet d'acquisition de Winterthur est une étape très importante dans la croissance du groupe, puisque au total, Winterthur augmente le périmètre du groupe de quelque chose qui est de l'ordre de 20%, mais dans les pays dans lesquels Winterthur et AXA ont des activités significatives, c'est une opération qui ne concerne pas les États-Unis, la France et l'Australie. Donc ça ne concerne pas une partie significative des territoires du groupe, mais dans les territoires du groupe qui sont concernés par l'opération Winterthur, c'est en moyenne une augmentation de part de marché qui est de l'ordre de 40 à 50%. Donc c'est quelque chose de très important. Cette acquisition, on considère qu'elle est parfaitement complémentaire de nos activités. On considère que Winterthur est une société qui est maintenant bien gérée, qui a fait un turnaround très significatif, comme le montrent d'ailleurs les résultats semestriels qu'ils viennent de sortir. On considère que c'est une société qui génère de la croissance, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens, et que ça va très fortement, que l'intégration de Winterthur va nous permettre de très fortement renforcer l'efficacité de nos plateformes en Europe et en Asie. Tout ceci à un prix qui est un prix qu'on considère comme attractif. Donc voilà où nous en sommes de manière très synthétique. Denis Duverne va maintenant rentrer avec vous un petit peu plus dans le détail des chiffres. Merci, bonjour. Donc je vais poursuivre et entrer plus dans le détail de l'explication de ces résultats, en commençant par vous parler de la croissance, donc de la croissance du chiffre d'affaires. Donc, comme Henri vous l'a indiqué, la croissance a été soutenue en vie, épargne retraite et en gestion d'actifs. En assurance vie, la croissance a été portée par une croissance de 28% des produits en unité de compte, qui représente 49% maintenant des affaires nouvelles,
contre 46% l'année dernière. La valeur de ces affaires nouvelles augmente de 30%. Elle reflète l'augmentation des volumes, l'amélioration des coûts unitaires et aussi, dans une certaine mesure, la remontée des taux d'intérêt. La marge sur ces affaires nouvelles est en augmentation de plus de 2 points. Et nous avons une croissance de nos cash flows opérationnels. C'est un indicateur qu'on suit. Toutes les sociétés ne donnent pas cette information, mais nous pensons que c'est important, puisque dans une société d'assurance, eh bien, nous collectons des primes, nous payons des prestations à nos assurés, nous avons des rachats de contrats ou des contrats qui viennent à échéance. Au total, l'enrichissement de la société, il provient de l'accumulation progressive d'actifs sur son bilan. Et cette accumulation d'actifs en assurance vie et épargne retraite a représenté 6,8 milliards d'euros au premier semestre 2006 contre 5,8 l'année précédente. En gestion d'actifs, notre chiffre d'affaires est en augmentation de 31%. Il y a une augmentation en moyenne de 19% des actifs gérés par rapport au premier semestre 2005. Et la part des actifs pour compte de tiers continue à augmenter, ce qui explique l'augmentation encore plus importante de la profitabilité. La forte collecte nette, se poursuit chez AXA Investment Managers, qui a collecté 15 milliards d'euros, mais il y a surtout une accélération de la collecte chez AllianceBernstein, puisque l'année dernière, AllianceBernstein avait représenté simplement 1 milliard dans les 16, alors qu'au premier semestre 2006, Allianz représente 23 milliards sur les 39 de la collecte nette du premier semestre. En assurance dommages, notre chiffre d'affaires est en hausse de près de 4% et il reflète essentiellement une collecte nette, donc des nouvelles affaires importantes. Pour les particuliers, le chiffre d'affaires progresse de 4%. Ça représente plus de 500 000 contrats supplémentaires en automobile, près de 150 000 contrats supplémentaires en assurance habitation. Le chiffre d'affaires entreprise progresse, lui, de 3%. Et nous avons des cash flows opérationnels qui sont à peu près stables à 1,5 milliard d'euros. Donc le tableau de la page 15 est un tableau récapitulatif sur lequel je ne vais pas insister, puisque les chiffres, Henri vous les a donnés un peu plus tôt. Donc vous voyez que tous les grands segments de notre activité voient leurs résultats progresser, à une exception sur laquelle je reviendrai, qui est l'assurance internationale. Et ça vient du fait que pour AXA Re, la profitabilité des affaires de 2006 n'est plus pour AXA, elle est pour l'acheteur de cette activité. Revenons maintenant sur les principaux segments d'activité, en commençant par la vie épargne retraite, où le résultat opérationnel a progressé de 24%. Vous pouvez constater que cette progression concerne l'ensemble des territoires sur lesquels le groupe est implanté. Les États-Unis, qui est le plus gros contributeur, voient leur résultat progresser de 20%. La France voit son résultat progresser de 24%. Le Japon de 12%. Donc, forte progression partout. On peut noter simplement trois points supplémentaires. Au Royaume-Uni, la progression est de 86%. C'est dû, je dirais, à ce qu'il n'y a plus, au premier semestre 2006, des éléments exceptionnels négatifs qu'on a eu dans les périodes précédentes, ou en tout cas les différents éléments exceptionnels se compensent et on est plutôt sur un rythme maintenant de résultats qui est plus satisfaisant. L'autre progression importante, même si les chiffres sont faibles au total, c'est l'Allemagne, ce qui montre que l'action qu'on a menée depuis plusieurs années pour le redressement de la profitabilité de l'assurance vie et santé en Allemagne commence à porter ses fruits. Et puis je signalerai également sur le Benelux un résultat opérationnel à peu près stable, mais la progression du résultat, elle est sur le résultat courant, puisque en Belgique, nous avons une allocation action qui est importante, et donc ça permet de dégager des plus-values importantes, sachant que les plus-values sur action ne sont pas taxées en Belgique. Si on passe à la page suivante, les encours en unité de compte sont restés stables au premier semestre. Ça reflète
trois choses. Les marchés actions sont restés stables entre le 1er janvier et le 30 juin, donc ils ont progressé au premier trimestre pour baisser fortement au second trimestre. Deuxième phénomène, les marchés obligations ont baissé avec la montée des taux d'intérêt, et il y a une partie de ces unités de compte qui sont investies en obligations, et cette baisse des obligations a été compensée par les cash flows positifs dans ce business, et donc on a réussi à ne pas diminuer, je dirais que c'est la manière positive de voir les choses. L'actif est resté stable, passant de 141 milliards d'euros à 142 milliards d'euros, donc une très légère progression qui reflète une baisse des marchés compensée par une collecte nette importante. La part des encours en unité de compte se situe à 37% comme au 31 décembre. Je dirais que sur le stock, ça évolue moins vite que sur les flux. Donc, je vous ai indiqué que dans les flux, c'était maintenant 49% des flux qui étaient en unité de compte. Ça ne change pas à ce stade la part du stock. Si on regarde maintenant l'évolution des affaires nouvelles, elles sont en hausse de 30% au premier semestre 2006 et on note quelques progressions spectaculaires. Les États-Unis, d'abord, qui est le plus gros contributeur à la valeur des affaires nouvelles du groupe, avec une progression de 56%, qui reflète essentiellement une forte progression des affaires nouvelles en volume, une amélioration du mix, puisque les affaires ce qu'on appelle les fixed annuities, donc les contrats d'épargne retraite en obligation, ne sont pratiquement plus vendus. On a continué donc à augmenter la part des contrats d'épargne retraite en unité de compte. Deuxième phénomène, notre part de marché a continué à augmenter sur ces contrats d'épargne retraite en unité de compte. On est maintenant le troisième acteur du marché. Troisième point, la hausse des taux d'intérêt nous est également favorable. Au Japon, qui est le deuxième contributeur sur la valeur des affaires nouvelles, la progression est très satisfaisante à 14%. En France, on note une très forte progression à 41%, qui reflète la forte croissance des unités de compte qui ont progressé de près de 50% pour représenter 35% des affaires nouvelles en vie individuelle. Et on peut noter également le succès des produits qui ont été lancés dans le courant de l'année 2005, qui donnent un dynamisme commercial dans la distribution des produits d'assurance vie et épargne retraite en France, des produits profitables qui est très satisfaisante. Enfin, troisième point à noter dans les progressions importantes, c'est l'Allemagne. Le chiffre est petit, 23 millions d'euros, mais la progression est de 50%. On commence à voir là les effets du lancement de notre produit qu'on appelle Twin Star, qui est le produit donc, d'épargne retraite en unité de compte avec garantie secondaire. C'est un produit, un produit retraite qui est lancé utilisant les mêmes techniques que celles qu'on a utilisées aux États-Unis depuis quelques années. Et ce lancement a été réussi et ce produit est plus profitable que les produits traditionnels. En assurance dommages, le résultat opérationnel est en hausse de 12% à 780 millions d'euros. Il est porté par l'amélioration continue du ratio combiné qui baisse de 0,6 points et par la poursuite de la croissance des revenus financiers. Vous voyez dans la colonne de gauche que le ratio combiné est en diminution pour tous les pays, de façon assez, assez marquée pour tous les pays. Ce ratio, il se décompose en un ratio de sinistralité qui s'améliore de 1,7 points et un ratio de frais généraux et commissions qui, lui, augmente de 1,1 point. Quelques explications sur cette augmentation du ratio de frais généraux et commissions. En réalité, la quasi-totalité de cette augmentation vient de ce que nous avons augmenté les commissions payées dans certains pays et pour certaines lignes de business, en fait, du fait d'une part, du fait essentiellement d'un changement de mix produit. Donc on vend des produits qui ont un ratio de sinistralité plus faible en payant des commissions plus élevées. Et le net, c'est que le ratio combiné baisse de 0,6 points. Donc il y a un transfert en fait lié au mix de produits entre le taux de sinistralité et les frais généraux et commissions. Les revenus financiers
progresse de 55 millions d'euros et donc le résultat opérationnel progresse de 85 millions d'euros au total. Assurance internationale, la cession d'AXA Re réduit la volatilité future des résultats. On voit dans l'assurance internationale plusieurs points. AXA Corporate Solutions Assurance, notre activité de grand risque, qui est essentiellement présente en Europe et puis sur les lignes aviation et marine, progresse de 13% à 44 millions d'euros. Les autres activités, dont AXA Re en run-off, le résultat passe à 20 millions d'euros et on n'a plus le résultat d'AXA Re qui était de 55 millions d'euros au premier semestre 2005 puisque ce résultat est maintenant acquis à notre acheteur. Je vous rappelle simplement qu'au deuxième semestre 2005, AXA Re fait une perte importante liée aux ouragans américains. Donc au deuxième semestre 2006, nous n'aurons pas la perte d'AXA Re puisque ce résultat ne nous... la perte, on espère qu'AXA Re fera un bénéfice, mais si jamais il y avait une sinistralité importante chez AXA Re, elle n'irait pas pour AXA. AXA garantit les réserves sur les sinistres survenus chez AXA Re jusqu'au 31 décembre 2005. Donc, la gestion du run-off nous incombe et on a eu sur cette gestion de run-off un résultat positif de 4 millions d'euros au premier semestre. Sur AXA Corporate Solutions, enfin, on peut dire que le ratio combiné est inchangé à 100,5%, donc que l'activité continue à se développer de façon satisfaisante avec une sinistralité elle-même satisfaisante. Gestion d'actifs, comme on vous l'indiquait un peu plus tôt, forte collecte nette malgré des marchés actions inchangés et des marchés obligataires négatifs. Les actifs gérés au 30 juin 2006 se montent pour les deux asset managers du groupe à 933 milliards d'euros. Ce qu'on peut noter, c'est que la part de la gestion pour compte de tiers continue à augmenter et donc que la marge sur les affaires continue à progresser dans cette période. Si on rentre un peu plus dans le détail, on a présenté sur ce slide 22, sur la partie gauche, AllianceBernstein, sur la partie droite, AXA Investment Managers. Sur AllianceBernstein, en matière d'actifs gérés, vous voyez qu'il y a une forte progression entre le premier semestre 2005 et le premier semestre 2006. La part des actifs pour compte de tiers est de 89%. Sur AXA Investment Managers, la progression est également importante. La part des actifs pour compte de tiers augmente sensiblement puisqu'elle passe de 26 à 34%. Sur les deux sociétés, le ratio de frais généraux se situe aux environs de 70% avec une réduction plus marquée chez AXA Investment Managers que chez AllianceBernstein. Et le résultat opérationnel progresse de 32% chez AllianceBernstein et de 71% chez AXA Investment Managers, ce qui est le reflet essentiellement à la fois de la progression des actifs et de l'augmentation de la part des actifs pour compte de tiers. Alors, le tableau suivant montre de façon plus détaillée le passage du résultat opérationnel au résultat net. Je ne vais pas rester longtemps sur ce tableau, je ferai quelques commentaires. Vous voyez d'abord que le résultat par action, qui est dans la colonne tout à fait à droite, progresse plus vite que le résultat en valeur absolue, puisque sur le résultat opérationnel, la progression est de 21 contre 19 pour la progression en valeur absolue. Sur le résultat courant, la progression est de 39% par action contre 37% en valeur absolue. Et sur le résultat net, la progression est de 23% par action contre 20% en valeur absolue. Pourquoi cette progression plus rapide du résultat par action ? Parce que nous avons effectué fin 2005 et début 2006 des rachats de titres, et puis parce que nous avons effectué fin 2005, en décembre, la fusion AXA-Finaxa qui a réduit de 800 millions le capital d'AXA en décembre 2005. Donc on a un effet relutif des opérations faites fin 2005 sur le résultat par action au premier semestre. On aura un effet dilutif au deuxième semestre 2006 du fait des actions émises pour l'acquisition de Winterthur. Le deuxième commentaire que je vais faire porte sur le passage du résultat courant au résultat net. Vous voyez que le résultat courant progresse de 37%
alors que le résultat net ne progresse que de 20%. Pourquoi? Eh bien, on vous a expliqué depuis maintenant un an que les IFRS conduisent à une volatilité qui est reflétée essentiellement dans le résultat net. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons d'une part des fonds obligataires qui sont en mark-to-market par le compte de résultat dont le résultat vient affecter cette ligne résultat net du fait de la hausse des taux d'intérêt. Et d'autre part, on a certains dérivés essentiellement taux et marginalement actions qui voient, du fait de la hausse des taux d'intérêt et de certaines variations de change, voient le résultat impacter le résultat net. Donc, résultat net en progression seulement de 20% contre 37% pour le résultat courant. C'est une volatilité qui a peu de signification économique, mais que l'on verra de période en période avec les IFRS. Passons maintenant à quelques chiffres sur le bilan et sur les fonds propres au 30 juin. D'abord, page 25, les fonds propres. Alors, vous voyez que les fonds propres qui étaient de 33,8 milliards d'euros au 31 décembre 2005 passent à 31,7 milliards d'euros, donc une baisse de 2,1 milliards d'euros au 30 juin, alors même qu'on a réalisé un résultat net positif de 2,7 milliards d'euros sur la période. Vous voyez un chiffre très négatif qui est le deuxième chiffre, moins 2,9 milliards d'euros, qui est la variation de la juste valeur des actifs investis qui sont comptabilisés en fonds propres. On avait sur ce poste un chiffre de 8,2 milliards d'euros au 31 décembre 2005. Ce chiffre est ramené à 5,3 milliards d'euros du fait de la hausse des taux d'intérêt au 30 juin, donc une baisse de 2,9 milliards d'euros. Cette baisse n'a pas de valeur économique, puisqu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans ces 2,9 milliards d'euros, il y en a 1 milliard qui correspondent à des obligations qui sont en face de l'activité assurance dommages et assurance internationale. Donc là, effectivement, il y a une variation de valeur négative de 1 milliard. Mais pour ce qui est en face de l'assurance vie, en réalité, on vous a montré dans la présentation des comptes annuels qu'on a une sensibilité positive à la hausse des taux d'intérêt sur notre embedded value. Et si on fait un calcul de coin de table, les taux d'intérêt ont monté de 70 points de base sur le premier semestre. Et ça correspond à une augmentation de l'embedded value d'à peu près 800 millions d'euros. D'autre part, notre dette, du fait de la hausse des taux d'intérêt, si on fait un mark-to-market de notre dette, on voit qu'on a une amélioration de la valeur d'à peu près 500 millions d'euros. Donc la réalité, c'est que c'est moins de 9, d'un point de vue économique, il devrait être plus 0,3. Donc je crois que c'est important de le souligner parce que cette baisse des fonds propres n'a pas de réalité économique. La colonne d'après, variation de change, moins 0,6, donc ça c'est réel. La colonne d'après, résultat net 2,7, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a le dividende distribué, on a distribué un dividende d'1,6 milliard. Il y a eu pour 300 millions d'euros d'acquisition de rachat par AXA en début d'année de ses propres titres. Et puis 0,6 autres, c'est pour l'essentiel la réduction de la valeur de nos engagements de retraite qui passe directement par fonds propres. Cette valeur des engagements de retraite diminue du fait de la hausse des taux d'intérêt. Donc nos fonds propres baissent de 2,1 milliards d'euros. La réalité économique, c'est que l'entreprise a continué de s'enrichir durant cette période. Un zoom maintenant sur les plus-values latentes revenant à l'actionnaire. Elles sont toujours élevées malgré l'augmentation des taux d'intérêt et la stabilité des marchés actions. Donc on passe au total de 11,8 milliards d'euros à 8,8. Dans ces 8,8, il y a la valeur de marché des titres Allianz-Bernstein, 2,2 milliards d'euros. Il y a les 5,3 de plus-value latente actions et obligations qui sont dans les fonds propres et dont on vient de parler. Et puis, il y a les plus-values latentes sur l'immobilier et les prêts qui passent de 1,4 à 1,3 milliard d'euros, donc un chiffre relativement stable. L'autre commentaire que je ferai ici, c'est que sur les actions, on a en gros dégagé 800 millions de plus-value, mais notre plus-value latente par revenant aux actionnaires
au 30 juin n'est inférieure que de 400 millions à ce qu'elle était au 31 décembre 2005. Ça reflète le fait qu'on a eu un bon timing de notre réalisation de plus-value, parce qu'on l'a réalisé essentiellement au premier trimestre, et le fait que notre gestion action est plus performante que le marché. Donc on ne s'est pratiquement pas appauvri en dégageant ces plus-values dans le courant du premier semestre 2006. Désendettement du groupe, il s'est poursuivi au premier semestre, puisque notre gearing, notre ratio dette sur fonds propres, est passé de 38 à 37%. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur l'acquisition de Winterthur. Premier point, succès et rapidité de la mise en place du financement. Je vous rappelle quelques données de base. L'acquisition pour 7,9 milliards d'euros, avec un refinancement d'1 milliard de dettes de Winterthur. On a financé 4,1 milliards avec une augmentation de capital qui s'est terminée le 13 juillet. Cette augmentation de capital a été très largement sursouscrite, puisque pour l'essentiel, elle a été faite par les porteurs des droits préférentiels de souscription, et il y a eu une très très forte demande sur, je dirais, la partie pour le reste qui n'était pas souscrit. Il y avait une très petite partie qui n'était pas souscrite par les porteurs de droits préférentiels, et donc une très forte sursouscription sur cette augmentation de capital. Deuxième partie, le financement en dette perpétuelle sous forme de titres super subordonnés. Nous avons levé 2,2 milliards d'euros le 6 juillet 2006 en 3 tranches, une tranche en euros et 2 tranches en sterling. Le timing de cette levée de dette n'était pas extraordinaire puisque les marchés n'étaient pas très favorables, mais on l'a réalisée avec un assez grand succès puisqu'elle était plus de 3 fois sursouscrite, et elle s'est finalement réalisée dans des conditions tout à fait convenables, et on préférait le faire quel que soit le timing plutôt que d'avoir, je dirais, un risque d'avoir des marchés qui restaient difficiles. En ce qui concerne la mise en œuvre de la fusion, Henri Decazes vous l'a rappelé tout à l'heure, nous ne serons propriétaires qu'en fin d'année, mais nous ne restons pas inactifs dans cette période, et les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour préparer l'intégration qu'on veut réaliser aussi rapidement que possible après le 1er janvier. On a mis en place le plan d'intégration à la fin du mois de juin, avec des équipes locales d'intégration qui sont par géographie, plus une équipe pour la gestion d'actifs et une équipe pour l'intégration du siège, des équipes transversales par terme pour tirer rapidement parti de la taille du groupe, et puis une préparation à la fois de la clôture de la transaction en décembre et de la clôture des comptes, puisque lorsqu'on publiera les comptes d'AXA au début de l'année prochaine, le bilan au 31 décembre comprendra Winterthur, donc il y a des travaux préparatoires importants. Tout ça, c'est lancé et ça avance bien. Les dossiers qui doivent être déposés auprès des autorités de contrôle, notamment dans l'Union européenne pour le contrôle des opérations de concentration, en Suisse et aux États-Unis, avancent également à un rythme tout à fait normal, qui ne paraît pas mettre en cause la perspective de clôture vers la fin de l'année. Et on doit, dans la phase initiale de cette préparation d'intégration, prendre des précautions particulières, puisque tant qu'on n'a pas un accord des autorités antitrust, je dirais que AXA et Winterthur doivent continuer à se comporter comme des concurrents. Et nous avons ce qui s'appelle des clean teams, donc des équipes, on a traduit ça en français par équipe neutre, qui évitent qu'on ne partage des informations confidentielles entre des personnes qui ne doivent pas avoir à les connaître, puisque nous devons continuer à opérer dans cette période comme des sociétés indépendantes. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à Henri. Bien, rapidement, pour conclure. Donc, sur le premier semestre, vous avez vu l'ensemble des chiffres, ils sont vraiment très bons. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que va être l'évolution sur le reste de l'année. Comment s'annonce le deuxième semestre ? A priori, le deuxième semestre, il s'annonce favorablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très solide dynamique de croissance du chiffre d'affaires, parce que sur le ratio combiné en assurance dommage,
Nous sommes très confiants sur le fait que, sauf événement catastrophique absolument majeur, le ratio combiné de 2006 marquera une nouvelle amélioration par rapport au ratio combiné de 2005 et sera conforme, au moins conforme à ce qu'a été le niveau du premier semestre. Troisième point, nous n'avons pas de raison de penser que les dynamiques positives qui sont mises en place sur les affaires nouvelles soient des dynamiques positives qui se modifient. Je crois que nous commençons à tirer profit de l'organisation industrielle que nous avons choisie, c'est-à-dire une organisation dans laquelle nous sommes dans un métier qui est la protection financière, avec une architecture ouverte, c'est-à-dire des usines, des plateformes, des réseaux, et une gestion souple de l'articulation entre ces trois niveaux. C'est ça qui nous permet d'avoir une croissance supérieure à celle de nos concurrents. Quand on rajoute à ça les efforts qu'on a faits en matière de productivité, en matière d'innovation produit, en matière d'extension de notre distribution, ça commence à produire des effets. Il n'y a pas de raison de penser que ça s'arrête au second semestre. Alors, sur le résultat courant, il y a eu un très fort niveau de plus-value au premier semestre. Là, il ne faut pas considérer qu'on va extraire à nouveau 800 millions sur le second semestre, mais on est dans une situation qui est une situation très solide. Denis vous a montré que bien qu'ayant extrait 800 millions de plus-value et bien que les marchés finalement n'aient rien fait sur le semestre, les plus-values latentes actions, elles n'ont pas diminué du montant qu'on a extrait, elles ont diminué de moins de la moitié. Donc on est dans une situation dans laquelle on a des matelas de plus-value potentiels qui restent très, très solides. Et donc le groupe continue à marcher sur le plan de marche qui a été établi depuis maintenant plusieurs années, qui est d'avoir, je dirais, deux jambes pour la croissance. Une jambe qui est celle qu'on porte d'abord en avant, qui est la croissance organique. Elle est forte, elle devrait continuer d'être bonne. Et une deuxième jambe qui sont les opérations d'acquisition ciblées. Et là, les intégrations qui sont en cours de réalisation, nous semble-t-il, se passent bien. Donc, vous voyez, un environnement qui n'est pas toujours un environnement facile, mais des opérations qui sont des opérations qui fonctionnent bien et qui nous donnent une très grande sérénité sur ce qu'est la suite. Voilà ce que nous voulions ce matin partager avec vous, avant de passer à la séance de questions-réponses. Ou au téléphone, oui. Bonjour, plusieurs questions. Première question concernant les chiffres de compréhension. En page 6, vous avez indiqué votre annuel premium équivalent à croître en 17%. Et en page 17, vous indiquez en cours en unité de compte est stable. Et où le nouvel argent? Ça veut dire que les clients ont perdu en valeur de leur compte. Comment on peut expliquer le fait que le cours est stable malgré le fait que vous avez gagné le nouvel argent dans cette branche-là? Deuxième question concernant l'Allemagne. Vous avez indiqué que la profitabilité est en hausse, c'est bien, mais en AXA, en Allemagne, il y a eu presque traditionnellement un problème de croissance, de gagner de parts de marché. Depuis des années, vous avez perdu de parts de marché. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres chiffres d'affaires Bien sûr. En comparaison avec le marché en Allemagne? Et troisième question concernant Winterthur. Monsieur De Castro, vous avez indiqué à la conférence call, à la rachat de Winterthur, qu'il y a des synergies significatives, surtout en Allemagne. Bien sûr, vous avez un siège social de Winterthur en Wiesbaden et le grand siège de AXA à Cologne. Est-ce qu'il y a déjà des indications combien, au niveau de suppression d'emplois, il y aura? Et est-ce que vous planifiez de fermer le siège de Winterthur à Wiesbaden pour transférer l'activité centrale à Cologne? Merci. OK. On va vous répondre sur les trois questions. Tu veux prendre, Denis, la question sur l'assurance vie? Sur l'assurance vie, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire que dans ces provisions en unités de compte, il y a une partie qui correspond à des unités de compte actions et une partie qui correspond à des unités de compte obligataires ou bien des fonds dits, je dirais des fonds mixtes ou si vous voulez, des fonds mixtes, qui est mixte actions et obligations. Et la partie obligation, elle est en valeur de marché. Les taux d'intérêt ont augmenté de pas loin de 70 points de base en moyenne. Et donc, la valeur de marché
de la partie obligataire des fonds en unité de compte s'est diminué. C'est-à-dire si vous avez le même montant le même nombre d'unités, si vous voulez, vous avez une valeur de marché qui diminue. Et ça, c'est ça qui explique que les encours sont stables, parce que ces encours sont en valeur de marché. La progression des affaires nouvelles, elle est bien de 17%. Et deuxièmement, les provisions techniques en assurance vie, ce n'est pas simplement les provisions en unité de compte, c'est aussi les provisions sur les fonds généraux. Donc on a bien une progression forte de l'activité. Sur la part de marché en Allemagne, c'est vrai qu'on a eu pendant quelques années une croissance faible de l'activité en Allemagne, parfois un peu inférieure à celle du marché, parce qu'on a nettoyé les portefeuilles. Quand vous regardez ce qu'est maintenant la profitabilité de l'activité allemande et en assurance dommage et en assurance vie, vous constaterez qu'en assurance dommage, on a maintenant un niveau de profitabilité très satisfaisant. Quand on a dit il y a 2 ou 3 ans que l'objectif pour la société allemande, c'était de gagner 300 millions d'euros, beaucoup de gens ont ricané en disant vous êtes aux alentours de 50-60, vous n'y arriverez jamais. Je vous ferai observer que si vous regardez ce qu'est le résultat du semestre, après un bon résultat enregistré en 2005, nous sommes parfaitement sur le plan de marche. Donc les gens ricanent un peu moins. Sur la croissance commerciale, le portefeuille d'assurance automobile d'AXA Colonia a augmenté de 7% depuis le début de cette année, parce que les souscriptions qui ont été faites dans le cadre de la période de renouvellement, avec une politique commerciale, un marketing plus ciblé et plus agressif, ont permis d'engranger 135 000 affaires nouvelles. Donc vous savez qu'on avait procédé à un certain nombre de changements dans le fonctionnement de la société, parce que je trouvais que si les résultats étaient en train de se redresser, la dynamique commerciale était insuffisante. La dynamique commerciale, elle est là maintenant en assurance dommage. Quant à l'assurance vie, pour avoir une dynamique commerciale qui nous satisfasse, il ne s'agit pas de vendre des produits en quantité sur lesquels il n'y a pas de marge. Il s'agit d'avoir des produits qui sont à la fois bons pour le client et sur lesquels le producteur a des marges. C'est le cas sur la gamme qui est la gamme Twin Star. Cette gamme Twin Star, elle est en train de monter en puissance progressivement. Et comme vous l'a montré Denis Duverne, la profitabilité des affaires nouvelles en assurance vie est en train de s'améliorer. Donc ça ne va pas se faire en un trimestre ou en un semestre, mais on est vraiment confiant sur le fait que l'activité allemande est une activité qui est en train de se renforcer. Et elle va se renforcer d'autant plus que AXA en Allemagne va se rapprocher de DBV. Alors sur votre question, oui, il y a des synergies. Il n'y a pas des synergies d'ailleurs qu'en Allemagne. Il y a des synergies en Espagne, il y a des synergies en Asie, il y a des synergies dans un certain nombre d'autres pays, en Angleterre, en Belgique. Les synergies en Allemagne sont importantes. On est en train de définir les équipes qui vont mener à bien ces rapprochements. Et quand il y aura des choses substantielles à dire, on les dira. Mais je crois qu'il ne faut pas raisonner en se disant on va fermer tel ou tel endroit plutôt que tel autre. Tout ceci est prématuré. Ce qu'on veut, c'est avoir une offre au client qui soit une offre au client compétitive. On pense que les deux sociétés sont des sociétés de bonne qualité. On pense que DBV est notamment une société qui, sous l'impulsion de son management dans les 2 ou 3 dernières années, a effectué une performance tout à fait remarquable. Et on est convaincu qu'on sera tiré le meilleur des 2 équipes. Voilà. Le chiffre d'affaires assurance vie de l'Allemagne au premier semestre a baissé de 1%. Il est passé de 1,718 milliard d'euros à 1,701 milliard d'euros. Je vous rappelle qu'en 2005, il y avait je dirais des paiements qui sont intervenus liés au fait que sur le premier trimestre, il y avait l'effet de changement de la réforme fiscale qui a continué à conduire à l'enregistrement de primes sur le premier trimestre provenant de la collecte du mois de décembre 2005 du fait que de décembre 2004 du fait de la réforme fiscale. En 2006, on n'a plus ce phénomène et donc on a une variation qui est encore négative du fait qu'on n'a pas ce backlog, si vous voulez, de cet enregistrement retardé qui intervenait en 2005, mais à moins 1%, je dirais qu'on est en train de faire un tournant, d'enregistrer un tournant positif de l'activité, notamment au deuxième trimestre. Oui. Bonjour, est-ce que vous avez des éléments d'explication pour la forte hausse de la collecte d'Allianz Bernstein? Pardon, pour la forte hausse de la collecte d'Allianz Bernstein. Oui. Tu veux y aller? La forte hausse de la collecte de Allianz Bernstein, elle vient d'abord, comme pour tout asset manager, du fait que la performance d'investissement
est maintenant excellente. Elle est excellente dans toutes les disciplines et elle est excellente aussi bien sur les marchés actions que sur les marchés obligataires, aussi bien en growth qu'en value. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que AllianceBernstein a, avec beaucoup de succès, développé son offre d'investissement hors États-Unis, c'est-à-dire à la fois dans la distribution en dehors des États-Unis, mais aussi dans la distribution aux États-Unis de fonds, actions et obligations non américains. Je dirais les disciplines d'investissement non US représentent maintenant la moitié des actifs gérés. Donc, il faut retenir donc, essentiellement ces deux choses. Excellente performance d'investissement et accroissement de la distribution en dehors des États-Unis et de la distribution de produits non américains sur le marché américain. Bonjour, deux petites questions. La première, comment a été réalisée la baisse du ratio de frais généraux d'AXA Investment Managers, qui est de 5% donc. Et la deuxième, c'est que Thierry Breton a annoncé en mois de juin au Congrès mondial des actuaires une nouvelle législation ou une modification de la réglementation sur la titrisation des portefeuilles d'assurance. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous avez des projets nouveaux dans ce domaine? Ouais. Alors sur la baisse du ratio de frais généraux d'AXA Investment Managers, on est tout à fait dans la problématique de croissance vertueuse. AXA Investment Managers, qui était une société qui n'existait pas en 1993, est toujours aujourd'hui une société en croissance forte année après année, et c'est un effet de point mort et d'augmentation de la taille critique. Plus les volumes d'actifs gérés augmentent, plus il y a un écart entre l'augmentation des coûts et l'augmentation des commissions. Donc on est dans un cercle vertueux qui les met maintenant à un niveau qui est proche de celui d'Allianz Capital, parce que là aussi, ils ont une collecte forte, ils ont des bonnes performances de gestion, ils ont un niveau de commission, élevé. Et comme vous le voyez dans les chiffres, ils apportent une contribution au résultat du groupe qui est maintenant significative. Sur la titrisation, nous continuons à penser que ça va être un sujet très significatif, majeur pour le secteur dans les années qui viennent. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction les propos de Thierry Breton au Congrès des actuaires, parce que nous pensons qu'il y a là l'opportunité de développer de façon très concrète un nouveau marché ou un segment du marché financier important, et qu'après tout, si la législation française est la première à faciliter les opérations, il y a plus de chances qu'un certain nombre d'opérations se fassent en France, ou qu'un certain savoir-faire se crée et se maintienne en France qu'ailleurs. Donc c'est quelque chose que nous allons pousser. Pour pousser, il va falloir aussi que les régulateurs, qui sont sous l'autorité de M. Breton, dont nous espérons qu'ils vont écouter attentivement ce que dit leur ministre, que les régulateurs fassent preuve d'un esprit entrepreneurial et pas d'une frilosité excessive. Si on veut que la France soit un territoire d'innovation financière, et si on veut cesser de parler uniquement théoriquement de la place financière de Paris, il faut aussi qu'un certain nombre de gens qui sont en situation de faire évoluer les pratiques et les réglementations fassent preuve d'une attitude qu'en américain on appelle business friendly. Donc il faut une attitude constructive et pas un excès de frilosité. Ça me renvoie d'ailleurs à un point général qui est important, parce qu'il est important pour les consommateurs et il est important pour les actionnaires. Ce secteur est un secteur qui a traversé une crise importante dans les années 2000-2003. Il n'y a eu aucune faillite significative. Ça montre donc que c'est un secteur qui est très bien et très largement capitalisé. Une réflexion est en train de s'ouvrir sur la titrisation, sur les normes de solvabilité futures. Nous sommes préoccupés de l'approche qui est prise par un certain nombre de gens qui travaillent sur ces sujets et qui visent à, considérer qu'il faut probablement encore renforcer le niveau de capital affecté à ces métiers d'une façon que rien, techniquement, ne justifie. Et il faut que les choses soient dites extrêmement clairement.
Si le capital affecté à une activité industrielle est excessif et n'a pas de rapport avec ce qu'est le vrai risque de cette activité, il se passe deux choses. Premièrement, de moins en moins de capital s'investit dans cette activité. Deuxièmement, les prix sont de plus en plus élevés pour les consommateurs. Parce que si on vous demande de mettre 2 fois plus de capital que nécessaire, il faut bien rémunérer ce capital, et in fine, c'est le consommateur qui en paye le prix. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce que va être, sur la titrisation et sur la solvabilité, l'approche européenne sur le secteur. Et nous nous félicitons de ce que Thierry Breton ait compris le sujet et souhaitait avoir sur ce sujet une approche active sur la titrisation. Je suis sûr que sur la solvabilité, il aura la même approche. Mais c'est un sujet très important pour les consommateurs comme pour les opérateurs. Si on devait, dans le cadre de la discussion sur Solvency II, avoir des discussions qui conduisent à un espèce de dérapage et arriver à un système dans lequel le capital exigé pour faire ce métier soit un capital qui soit sans rapport avec le risque réel, tout ceci serait négatif sur le développement du secteur en Europe et très préjudiciable à la fois aux actionnaires et aux consommateurs. Mais je pense qu'il est temps de le dire et qu'il est temps de le dire de façon non complaisante, justement pour éviter qu'un certain nombre de dérapages ou d'approches excessivement frileuses ne prévalent. Désolée de poser toujours la même question générale. Ma è una bella questione. Vous avez lu Le désert des Tartares? C'est un très très bon livre écrit par un Italien. Voilà. Question suivante. On pose toujours la même question parce que vous ne répondez pas trop. Alors non, j'ai une autre question. Je voulais savoir reprendre un petit peu le discours des synergies de Winterthur. Donc si j'ai bien compris, vous confirmez les chiffres de synergie que vous avez donnés en juin. Vous avez en fait chiffré les synergies de coûts et vous n'aviez pas chiffré les synergies de extra revenues prévues. Est-ce que vous avez quelques détails en plus sur ça ou encore non, c'est trop tôt encore? Non, pas à ce stade. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, comme l'a dit Denis Duverne, l'intégration pour l'instant, enfin le début du chantier d'intégration se passe très bien. On a été prudent dans le montant des synergies qu'on a avancé parce qu'il faut toujours être prudent. D'ailleurs, vous avez constaté que même avec un montant prudent de synergie annoncé, c'est une opération qui est relutive sur le résultat par action du groupe de 7% la deuxième année. Donc on considère que c'est une très bonne opération. Tout ce qu'on voit, pour l'instant, se déroule parfaitement conformément à ce qu'on pensait. Et quand on sera en mesure d'annoncer d'autres choses, on annoncera d'autres choses. Et une idée à peu près de quand vous allez donner quelques détails en plus sur ça? On verra, on vous tiendra régulièrement informé, mais pour l'instant, les choses se déroulent conformément à ce qui était prévu. J'ai aussi vu un petit peu l'outlook pour la deuxième partie de l'année. C'est aussi vrai qu'une grosse partie de business de AXA Asset Management, mais aussi les produits en unité de compte sont quand même liés à la performance des marchés financiers. Les marchés financiers ont quand même commencé à tourner un peu. Est-ce que ça vous inquiète ou pas du tout? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les résultats, même si l'outlook reste positif, ou pas du tout? Vous savez, d'abord, les marchés financiers, je crois qu'il ne faut pas les juger à la semaine. Hein. Il y a un mois, les gens étaient négatifs. Aujourd'hui, les gens sont plus optimistes parce que les marchés ont regagné une partie du terrain perdu. Donc, il ne faut pas être trop le nez sur la copie. Nous, ce qu'on considère, c'est que pour l'instant, les choses se passent bien. Il y a un dynamisme commercial fort. Quand on regarde la collecte en unité de compte, elle n'a pas été sensiblement affectée par la baisse récente des marchés, parce que je crois que les réseaux commencent à arriver à convaincre les clients un peu mieux de ce que, quand on fait un investissement sur des marchés actions, c'est pas pour les 6 prochains mois, mais c'est plutôt pour les années après la 6e. C'est des investissements de long terme, donc il faut accepter les variations de court terme. Je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'on a un dynamisme commercial fort qui repose sur des performances d'investissement
qui sont meilleures dans nos sociétés de gestion d'actifs que celles de beaucoup de nos concurrents, ce qui nous permet d'avoir une collecte forte, même dans des situations de marché qui sont un peu moins favorables. Alors à la fin, bien sûr, si les marchés sont stables, au lieu de monter de 7 ou 8% par an, le niveau des commissions enregistrées est un petit peu plus faible que s'ils avaient monté de 7 ou 8% par an. Mais au total, on considère aujourd'hui qu'on est dans une situation dans laquelle il y a un bon dynamisme commercial. On n'est pas inquiet sur l'évolution de l'économie mondiale et sur l'évolution des marchés à moyen-long terme. Et donc, on ne voit pas de raison de changer nos perspectives de long terme. Si je peux ajouter une chose, c'est que plus de 50% du résultat, 52% au premier semestre, vient de l'activité assurance vie épargne retraite. Et le résultat du deuxième semestre, il est très largement fonction de ce qui s'est passé avant. C'est un résultat sur le portefeuille qui a déjà été constitué. Il est relativement peu sensible aux évolutions à court terme. Deuxième point, les perturbations du marché en mai et juin n'ont pas réduit sensiblement notre collecte en assurance vie épargne retraite. Donc nous sommes relativement sereins de ce point de vue-là. La dernière chose, vous avez quand même annoncé une grosse acquisition en juin. Vous avez aussi dit que ça vous restait un peu de flexibilité pour peut-être d'autres acquisitions, j'imagine, de taille un petit peu plus petite, parce que maintenant il y a l'intégration de Winterthur. Pour les au moins 2 années à venir, ça sera quoi votre stratégie des acquisitions? Est-ce que vous en prévoyez d'autres? Dans quelle région? On n'a rien changé à ce qu'on a dit, c'est-à-dire je ne vois pas pourquoi on dirait que dans les 2 ans qui viennent, on n'achètera rien. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas ce qu'on fera. Ce que je sais, c'est qu'on ne changera pas la stratégie et l'attitude qu'on a, qui est de dire nous sommes dans un métier qui est la protection financière, qui a 3 segments, le dommage, la vie et la gestion d'actifs. Nous sommes en termes de continent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Et quand des opportunités se présentent et peuvent venir appuyer, épauler, renforcer une croissance interne de bonne qualité, nous sommes en mesure de les saisir. Parce que le bilan d'AXA est un des plus forts, sinon le plus fort de l'industrie, parce que les équipes sont des équipes qui sont bien structurées et qui tournent. Et donc nous sommes en mesure, si des opportunités se présentent et si nous considérons qu'elles sont bonnes, de les saisir. Vous avez eu une hausse globale de la marge sur les affaires nouvelles, mais au Japon, il y a eu une assez forte baisse. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, c'est un changement du mix produit. Les marges au Japon sont très, très, très élevées sur les produits traditionnels. Oui. Si on veut avoir une croissance forte et notamment développer des produits comparables à ceux des États-Unis comme les variable annuities, on aura une augmentation du profit total en ayant une augmentation des volumes vendus, mais forcément, le niveau de marge s'érodera progressivement. Hein, le raisonnement qu'il faut avoir au Japon, c'est sur les produits traditionnels, il y a des marges qui sont dans les 60% plus. Le potentiel de croissance. Pourquoi elles sont si élevées? Excusez-moi, mais je ne connais pas très bien. Pourquoi sont-elles si élevées au Japon? Parce que sur ce marché-là, les opérateurs japonais arrivent à préserver des marges qui sont des marges fortes parce que la concurrence est peut-être moins forte que sur d'autres marchés. C'était une des raisons du choix que nous avions fait d'aller au Japon. Nous considérions que c'était un marché qui présentait beaucoup d'avantages parce que les consommateurs sont des consommateurs fortunés qui ont une épargne importante et parce que les acteurs sont des acteurs qui savent préserver des marges significatives. Une des raisons d'ailleurs pour les acteurs d'assurance vie japonais de préserver des marges significatives, c'est qu'ils ont des bilans à reconstituer. Nous avons la chance d'être sur ce marché avec des bilans qui sont beaucoup plus solides que ceux de la plupart des acteurs locaux. Donc nous bénéficions des marges qu'ils sont obligés de maintenir pour reconstituer leur bilan sans avoir ce sujet de bilan. Donc c'est une situation qui est assez agréable. Maintenant, si on veut maximiser la croissance du profit à long terme, il faut vendre des produits de nature différente qui sont des produits qui ont toujours des marges élevées, mais des marges pas forcément aussi élevées que les produits traditionnels. Et ce qu'on recherche, c'est l'augmentation du profit total. Et donc, on accepte une certaine dilution du niveau de marge dès lors qu'elle s'accompagne d'une croissance forte. Si vous regardez d'ailleurs la New Business Value, vous voyez que la New Business Value progresse significativement. Et c'est encore sur l'Italie. En Italie, on a dit que vous étiez intéressé d'abord à Liguria Assicurazione et par la suite à BPL Net. D'avoir, pardon? Que vous étiez intéressé à 2 compagnies,
Liguria Assicurazioni et BPL Net qui ont été rachetés par des compagnies italiennes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers, il y a des dossiers d'acquisition ouverts? Oui, oui, bien sûr, j'ai la liste, les prix, les dates dans ma poche. Vous savez, en Italie comme ailleurs, quand des opportunités se présentent, on est intéressé à les regarder. Et puis ensuite, on les poursuit ou on les poursuit pas. Et quand on trouve des choses intéressantes, en général, on essaye de concrétiser l'opération. Mais je crois qu'il ne faut pas se concentrer sur des exemples ponctuels. Il faut plutôt regarder le paysage d'ensemble. Le marché italien est un marché intéressant. Si un jour il s'y présente une opportunité, on la saisira. On n'en a pas besoin pour que le groupe continue à prospérer. Hein. Oui. Bonjour. Je voulais savoir un peu avoir un petit peu plus de détails sur votre stratégie aux États-Unis. Vous êtes sorti de la réassurance, vous sortez de la réassurance en particulier pour être moins exposé aux cyclones. Je voulais savoir dans quelle mesure vous restez éventuellement dans les garanties qui vous restent exposées aux cyclones aux États-Unis et quelle est votre stratégie en dommages. Non, mais notre stratégie aux États-Unis, elle est simple. Le fer de lance de la stratégie américaine, c'est AXA Financial Alliance Bernstein, c'est-à-dire c'est dans les 3 colonnes du temple de la protection financière, les 2 colonnes vie, épargne, retraite d'un côté, asset management de l'autre, et ça s'arrête là. Ça répond à la question ? C'est-à-dire nous n'avons pas l'intention de développer des activités d'assurance dommages directes ou indirectes aux États-Unis. L'exposition au cyclone qui nous reste, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'exposition aux cyclones qui sont intervenus avant le 31 décembre 2005. Et donc, nous avons dû payer des sinistres sur les cyclones de 2005, de 2004 et des années antérieures. Et dans la mesure où les liquidations de ces sinistres se font de façon plus favorable que prévu, on aura un profit. Si elles se font de façon moins favorable que prévu dans nos réserves, nous aurons une perte. C'est ça notre exposition. Et comme je l'ai montré, on a réalisé un profit de quelques millions d'euros, 5 ou 6 millions d'euros, sur l'ensemble des run-off au premier semestre 2006. Non, mais je pense qu'il y a une confusion. C'est-à-dire, s'il se produit des cyclones maintenant, on n'a plus d'exposition. C'est terminé. Autrement dit, le deuxième semestre 2006 est moins dangereux pour nous que le premier semestre 2006 parce qu'on s'éloigne du temps où les cyclones sont intervenus, qui sont 2003, 2004, 2005. Nous n'avons pas d'exposition sur les cyclones nouveaux. Sur les cyclones de 2006. Du tout. Pas un centime. Plus de questions ? Merci beaucoup, bonnes vacances.